La provocation russe, c'est ce drone russe qui a fait un certain nombre de kilomètres, 100 kilomètres quand même, dans l'espace aérien polonais, qui est tombé sur le sol de la Pologne, donc sur le sol de l'OTAN. Écoutez la réaction très vive du ministre de la Défense de Pologne. Une fois de plus, nous sommes confrontés à une provocation de la Fédération de Russie avec un drone russe. Nous y faisons face à un moment crucial, alors que des discussions sur la paix en Ukraine sont en cours. Nous y faisons face à un moment où l'on peut espérer que cette guerre déclarée par la Russie, une guerre contre l'État ukrainien, mais aussi une guerre qui menace la sécurité des pays de l'OTAN, pourrait avoir une chance de prendre fin. La Russie provoque une nouvelle fois. Et voilà cette réaction de la Pologne devant ce qui ressemble à une provocation en plein milieu des négociations. Vous allez nous rejoindre, s'il vous plaît, Violeta Moscalou. Vous êtes présidente fondatrice de Global Ukraine et très grande défendez l'Ukraine, évidemment. On vous connaît sur ces plateaux. Je vous en prie, madame, asseyez-vous. Et pendant que vous vous asseyez, Michel Goya, expliquez-nous le trajet de ce drone qui, visiblement, non seulement est arrivé en Pologne, mais très profondément dans la Pologne. Oui, c'est-à-dire qu'il a volé sur une centaine de kilomètres. Alors, est-ce qu'on n'avait pas les moyens de l'abattre, parce que c'est pas forcément si évident que ça d'abattre un drone, de le repérer, de le radariser et de l'abattre, donc ce qui est déjà un signe un peu de faiblesse, ou est-ce qu'on n'a pas osé le faire, ce qui est un autre signe de faiblesse, sachant que c'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Le pire étant certainement lorsque 2 hélicoptères biélorusses étaient fait un petit tour en Pologne et étaient revenus en Biélorussie, 2 hélicoptères d'attaque, des Mi-24. Ça paraît incroyable. Imaginons un instant, si c'était un drone russe qui soit entré à 100 km dans le territoire français. Il y a des villes à 100 km de la frontière. Oui. Alors, c'est pas un drone Shahed. Un drone Shahed, oui. Un drone Shahed, c'est pas un drone Shahed, c'est pas un drone armé, c'est pas très. C'est quoi comme type de drone là? Pardon? On sait quel type de drone c'est? Je sais pas très bien. C'est un drone d'observation. Si c'était un Shahed, ça aurait pu être un drone, mais à très bien ogive autodestructrice, je pense que le symbole, et on va peut-être découvrir que c'est effectivement un Shahed comparable à ceux dont on commente les effets dévastateurs en Ukraine quotidiennement, mais cette fois-ci, il est tombé en Pologne, en territoire européen. Et la différence de celui qui était tombé juste à côté de la frontière sur une porcherie, qui était manifestement un drone qui avait été dévié par un contre-drone. Là, il y a quand même quelque chose de délibéré s'il rentre sur plus de 100 km sur le territoire. C'est volontaire de la part des Russes cette fois. Ils ont volontairement défié l'OTAN en disant on entre chez vous. Violeta Moscalou, vous avez rejoint. Vous pensez que c'est le cas? Bonsoir. Moi, je pense que nous sommes dans une période où l'affrontement, il est inévitable, en fait. Il nous provoque depuis très longtemps. Poutine, il déclare clairement que les raisons profondes, il revient encore sur les raisons profondes. Je voulais juste rappeler que les raisons profondes, c'est l'impérialisme russe qui, au moment de la chute de l'ex-URSS en 91, n'a jamais reconnu la souveraineté des 14 autres républiques de l'ancienne Union soviétique et leur droit de décider de leur vie et de faire les alliances qu'ils veulent. Et je reçois à l'instant la précision d'Adrien Denis, qui pilote cette émission, qui nous dit un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré aux médias que le drone était bien une version russe du modèle Shahed fabriqué par l'Iran. Donc c'est quand même, on a un drone fabriqué par l'Iran. À part que c'était un leurre, je crois que c'était un leurre. Il n'était pas. Non, c'est un leurre, bien sûr que c'est un leurre. Mais il n'était pas armé. Il n'y a pas de charge explosive. Tout à fait. Mais ça aurait pu être effectivement. Ça reste un modèle. Ça aurait très bien avoir une charge explosive. Parce qu'en fait, ils ont donc vous auraient pu avoir un drone avec une charge explosive sur 100 km. Est-ce que ça ils ont techniquement, ils ont 2 modèles qui sont quasiment les mêmes de point de vue extérieur, sauf que le Shahed, lui, il porte la charge explosive, et l'autre, c'est juste pour attirer en fait l'attention des défenses antiaériennes pour les saturer et pour permettre aux drones qui portent la charge d'atterrir. En revanche, pour le moment, moi je voudrais ne pas s'emballer non plus, parce qu'il faudra voir d'où il venait. Parce que s'il venait de l'Ukraine, vous savez, l'Ukraine aussi agit sur le système de guidage de ces drones, qui sont perdus en quelque sorte en fait dans le ciel, et alors ils continuent à voler quelque part. Regardez la carte, rappelons la carte, parce qu'on est quand même très très loin du front là. Je veux dire, il a fait du chemin le drone pour. Ah non, mais il est pas loin de la capitale polonaise. Le Shahed, 100 km de Varsovie. Le Shahed, c'est 2000 km.
km. Hein. Non, mais 500 km. Pardon. Non, alors on est à quoi 150 km de Varsovie, capitale de la Pologne. On n'est pas, comme disait Marc Semo tout à l'heure, à juste titre, dans une enceinte ou une emprise agricole à proximité de la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Donc, deux options, et je dis sous l'autorité de mes camarades de plateau, soit on a un vrai souci d'interception du côté polonais, soit les radars de trajectographie ont bien identifié la munition, ont également identifié le point de départ et choisissent de ne pas le frapper. Vous soulignez la gravité. Si demain un missile, cette fois chargé, ou un drone arrive et abat un immeuble à Varsovie, il y a des morts sur le territoire de l'OTAN, en Pologne, on est dans une situation très grave. Oui, il y a eu deux morts la dernière fois en Pologne, il me semble. Oui, c'était un missile S-300 ukrainien qui avait été détourné et qui s'était écrasé en Pologne. Rappelez la gravité de ces moments. Bali, on est en 2022, je crois en novembre. Tout à fait. Et il y a cette scène incroyable. Regardez, on est en plein G20 et je crois que c'est dans la nuit, donc dans l'extrême. Parce que c'était la nuit du 15 novembre au 16 novembre. Ça. Moi, j'étais sur le plateau, je me souviens très bien. Et on va réveiller dans l'urgence les dirigeants principaux qui sont là au G20. Regardez, il y a Joe Biden à l'époque, Olaf Scholz, le Premier ministre espagnol, Emmanuel Macron bien sûr, le ministre des Affaires étrangères d'Espagne, Madame Colonna, le Canadien, il y a l'ancien secrétaire à la sécurité nationale, Jake Sullivan, il y a aussi Blinken tout à droite, et tous visiblement sont dans un état de tension extrême parce que faire si la Russie article 5, oui ou non. Là, c'est la première fois où, de manière très concrète, la question, elle est posée. L'article 4, plutôt. 4, parce qu'on consulte, 5, parce qu'on sollicite d'intervenir. Non, mais bien sûr, alors, il y a cette réunion parce qu'il y a eu des morts, en réalité. C'est ça 2 personnes dans la ferme. Il y a eu 2 morts. Et rappelez-vous ce que disait Zelensky aussi à l'époque. Oui. Zelensky dit, il monte au créneau, il communique très publiquement, et il est rabroué par les Américains qui lui disent « Est-ce que tu pourrais te taire, s'il te plaît, sur cette histoire ?» Et ça passe très très mal, parce que le sentiment que ça donne, c'est qu'on lui demande de taire une vérité au nom d'une vérité supérieure, qui serait celle de la victoire de l'Ukraine. Est-ce qu'on est en train, est-ce que les Russes possiblement testent petit à petit, c'est-à-dire que demain, si c'est un missile cette fois en Estonie, par exemple, un missile qui frappe Vilnius en Lituanie, de nouveau, les Occidentaux diront qu'est-ce qu'on fait, c'est pas si net, on hésite un peu. Ah oui, c'est un test. Bien sûr, c'est un test. Alors, c'est encore une fois, c'est pas la première fois, mais vous testez à la fois techniquement. Regardez, tiens, qu'est-ce qui se passe si on envoie un drone ? Là, visiblement, les Polonais ne sont pas capables de l'abattre. Au passage, si nous, Français, c'était sur le sol français, on serait très embêtés aussi. Et puis ensuite, surtout, un test politique. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'ils réagissent ? Est-ce qu'ils combattent ? Est-ce qu'ils font comme les Turcs, dès qu'il y a un avion qui passe, russe qui passe dans le ciel, il est abattu immédiatement ? Est-ce que c'est comme les Américains en Syrie, lorsqu'il y a un bataillon de Wagner qui attaque une base américaine, est-ce que ce bataillon russe se fait foudroyer immédiatement par les Américains, ce qui calme les ardeurs? Là, on teste. Et là, en plus, c'est d'autant plus un test que par des drones ou des missiles, c'est signé. À la différence d'attaques hybrides où on est toujours dans le flou, type les choses sur la toile, où il y a toujours le doute, ou même les câbles que l'on coupe, on ne sait pas qui a fait le coup. Là, le drone, c'est signé. Oui, en même temps, juste un point, mais il y a quand même des sabotages ou des tentatives de sabotage qui a eu lieu, où on a retrouvé qui ont été signé quand même. À Varsovie, ils ont fait brûler le plus grand supermarché dans la banlieue de Varsovie. Mais ce qui m'intéresse aussi avec ce moment, vous imaginez que ça se déroule au moment où vous avez les chefs d'état-major de toutes les nations otaniennes qui sont autour d'une table. C'est le comité militaire, c'est l'instance la plus élevée de l'institution. Ils reçoivent tous une alerte sur leur téléphone. Il y a un drone de type Shahed qui vient d'atterrir en Pologne. Qu'est-ce qui se passe ? On a vu tout à l'heure leur communiqué, ils envoient leurs pensées. Nos pensées aux soldats courageux en Ukraine. Bon courage, les amis. Un constat quand même qui s'impose, je suis désolée, mais si vous permettez, tant qu'on n'a pas changé de paradigme sur le fait qu'on arrête de dire que la Russie ne peut pas gagner cette guerre, mais qu'on change vers le fait que la Russie doit perdre cette guerre, parce que autrement la menace de cet ogre qu'a évoqué Emmanuel Macron, on aura faux en fait, parce que l'affrontement,
j'entendais tout à l'heure, je regardais l'émission, est-ce que le sommet bilatéral Zelensky-Poutine il aura lieu en Europe, quels sont l'accord de paix, quelles garanties? D'une part, je suis prête à parier qu'il n'y aura pas de sommet bilatéral Poutine-Zelensky, parce qu'il fera tout pour que ça ne se fasse pas. Il n'en a aucune envie. Deuxièmement, jamais de la vie Poutine viendra en Europe, parce qu'avec sa paranoïa et tout ça, jamais de la vie il prendra ce risque. J'attends la prochaine étape avec grande impatience quand Donald Trump aura ras-le-bol et qu'il va demander maintenant, bon, il faut que moi je sois médiateur, on se rencontre à 3, voir avec quel culot et quel argument Poutine dira non à Donald Trump. Mais dans tous les cas, on se dirige vers un affrontement déjà sur le point mal alpha, en fait, parce que Trump, à un moment donné, aura ras-le-bol de voir ces humiliations. Et du point de vue de la confrontation, on parle aussi du nucléaire, il faut qu'on change de paradigme, il faut qu'on fasse tout pour que la Russie perde cette guerre. Et on rappelle qu'on a beaucoup changé. Les Européens disaient qu'il ne faut pas négocier avec Poutine. Maintenant, ils font exactement le contraire. On disait que c'était un narratif russe à l'époque. Maintenant, on fait ce qu'on appelait de la propagande russe. Et écoutez, le pays qui, en revanche, tient une ligne très méfiante à l'égard de Moscou, c'est la France, par la voix du président de la République. Et on va entendre ce soir aussi voir la réplique de la Russie qui a une fixette contre la France et contre Emmanuel Macron. Écoutez d'abord ce que disait le président de la République. Y compris pour sa propre survie, il a besoin de continuer de manger. Voilà. Et donc c'est un prédateur, c'est un ogre à nos portes. Et je ne dis pas que dès demain c'est la France qui sera attaquée, mais enfin, c'est une menace pour les Européens. Il ne faut pas être naïf. Voilà, l'ogre, dit Emmanuel Macron. Regardez la réponse qui passe par le biais de Medvedev, qui est toujours la voix la plus... Voilà. Le coq gaulois sans cervelle ne peut renoncer à l'idée d'envoyer des troupes en Ukraine, dit Medvedev. Il a été explicitement déclaré, pas de troupes de l'OTAN comme force de maintien de la paix. La Russie n'acceptera pas une telle garantie de sécurité. Mais l'oiseau rauque et pathétique continue de chanter pour prouver qu'il est le roi du poulailler. Indiane, comment est-ce que vous comprenez le fait que la Russie et la France, chacune à un bout de l'Europe, soient devenues vraiment les plus marquées l'une contre l'autre? Oui, d'abord c'est une bataille de mots. Medvedev, c'est toujours celui qui va sur les réseaux sociaux pour exprimer de manière très ouverte ce que les gens veulent dire en Russie, enfin, notamment l'entourage de Vladimir Poutine, mais qui ne peuvent pas le dire parce qu'ils ont une certaine prestance et ils ont un certain poste qui ne leur permet pas de s'exprimer de cette façon. Il s'était aussi pris le bec avec Donald Trump assez récemment, parce que Donald Trump, c'est pas non plus le genre à laisser les gens lui parler n'importe comment. En réalité, ce sont deux puissances qui se testent, qui chacune essaie de montrer que c'est elle qui décide dans son domaine de prédilection. Et c'est aussi notre cas, finalement. Emmanuel Macron, il a besoin de montrer que c'est la France qui prend le leadership, que c'est la France qui est le chef de cette alliance des volontaires et de cette alliance des volontés pour soutenir l'Ukraine. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que effectivement, Donald Trump, lorsqu'il a donné il y a quelques jours une interview à ce sujet, il a repris ce narratif, qui est un narratif qui dit, et il l'a dit explicitement à Fox News, l'Ukraine doit devenir une zone tampon. Alors nous, ça nous choque en tant qu'Européens, mais chez Donald Trump et chez les Américains d'aujourd'hui, c'est toujours une solution, et pour eux, il faut tout faire pour que l'Ukraine devienne cette zone tampon, pour que la Russie ne se sente pas encerclée. Renaud Girard, vous êtes avec nous, vous qui incarnez la réelle politique, vous êtes un commentateur du Figaro. Depuis combien d'années vous êtes éditorialiste phare du Figaro? 50 ans. J'ai commencé comme reporter. Mon premier reportage était à Chypre en 1984. C'était la guerre entre les Turcs et les Grecs. Et on tolérait déjà une occupation illégale d'une moitié de Chypre, comme quoi la durée... Voilà. Est-ce que la France a raison, selon vous, d'être aussi marquée, de dire nous sommes la puissance, rappelant, non, ne vous y trompez pas, l'ogre Poutine attaquera de nouveau ensuite? Bien, la France a raison de se méfier parce que la France a signé volontairement l'adhésion des pays baltes à l'Union européenne et a aussi accepté que ces pays baltes et que la Pologne entrent dans l'OTAN. Et donc la France doit respecter ses engagements et ses alliances. Et donc donc elle sait que c'est un peu inquiétant et qu'elle ne peut pas se permettre d'avoir une victoire de la Russie en Ukraine parce que après cette éventuelle victoire, on ne pourrait pas éviter l'hypothèse d'une attaque ou d'un empiètement russe sur un pays balte, par exemple à Narva, là tout au nord, et qui nous obligerait ensuite
à entrer en guerre. Donc en fait, la France a intérêt à ce que la Russie ne gagne pas cette guerre. En tout cas, a intérêt à renforcer ses armées pour pouvoir en envoyer une partie en prépositionnement, c'est-à-dire dans les pays alliés, les pays baltes notamment, de manière à dissuader une fois pour toutes la Russie d'attaquer ses alliés français. Parce que ce n'est pas une fois qu'ils seront attaqués, ces alliés, que nous pourrons réagir avec nos forces armées.